Bonjour à tous et bienvenue à la conférence web Sage et Apsys Cyborg où nous parlerons aujourd'hui de facture électronique et des obligations qui l'accompagnent. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Pascal Jousset, Product Manager Sage, et Cédric Suir, Directeur Marketing Produit Sage. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour messieurs. Merci pour cette ouverture. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Allez, c'est parti. L'objectif de ce rendez-vous, ça va être de décrypter pour vous les informations disponibles à date sur cette réforme majeure, réforme sur la facture électronique. Et ce sera bien sûr aussi l'occasion d'évoquer les perspectives qu'elles offrent pour vous et les perspectives en termes d'évolution de nos solutions. Donc, vous disposerez à la fin de ce webinaire du support, bien sûr. Vos micros sont coupés pour s'assurer que le webcam est audible pour tout le monde, mais vous pourrez poser vos questions par écrit dans la conversation et on y répondra à la fin de la présentation. Le cas échéant, on complétera pour les réponses auxquelles on n'aurait pas su répondre en séance. Allez, on va passer tout de suite à l'agenda. Alors, assez riche parce que le sujet est non seulement très important, passionnant, mais il a plusieurs dimensions. Donc, on vous présentera tout d'abord les principaux éléments de compréhension sur la nature, les principes de cette réforme. On vous expliquera ensuite l'objectif du gouvernement au travers de la mise en place de la facture électronique et son calendrier. Pascal nous parlera des acteurs publics et privés et des opérateurs concernés. Il décryptera pour vous certains acronymes et puis les circuits que vont demain suivre vos factures. Parce qu'il y a beaucoup d'informations plus ou moins justes qui circulent sur le sujet. On fera le point sur ce qui est réellement acté, réellement validé à ce jour. On démêlera un petit peu le vrai du faux. Et puis pour vous permettre d'anticiper, nous partagerons quelques recommandations sur les actions qu'il est pertinent d'anticiper avant même la mise en place de la réforme. Et puis enfin, en conclusion, on expliquera ce qu'il faut retenir, on parlera des outils à votre disposition et puis on passera aux questions-réponses. Voilà, Pascal, on peut peut-être commencer par expliquer, décrypter les points essentiels à savoir sur la facture électronique. Oui, tout à fait. En effet, en quelques mots, la facture électronique, c'est avant tout une réforme fiscale dont l'objectif est de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Une réforme fiscale qui va s'appliquer avec un calendrier d'application prévu avec plusieurs étapes selon la taille et le type d'entreprise. Des formats de facture électronique qui vont devenir des formats obligatoires. On parlera de FactureX, on parlera du NCFact, on parlera d'UBL. On parlera aussi du format PDF simple qui restera toléré dans un premier temps et qui ensuite ne sera plus toléré. Bien sûr, ce sont aussi des nouveaux circuits obligatoires de circulation des factures au travers de nouveaux acteurs qu'on décrira. Et en bref, c'est aussi bien entendu la facture électronique, c'est le e-invoicing d'un côté qui permet le dépôt, l'envoi, la transmission et le suivi des factures entre un vendeur et son acheteur, que ce soit dans le cas de la transaction B2B et dans le cas de la transaction B2J, donc entre une entreprise et la sphère publique. Et c'est aussi le e-reporting, la deuxième partie de cette réforme, le e-reporting qui concerne la transmission de données nécessaires au pré-remplissage de la déclaration de TVA, données complémentaires à la facture. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises françaises seront concernées. Cédric, est-ce que tu peux nous éclairer sur le calendrier d'application ? Oui, merci Pascal. Quelques rappels
Tu viens de parler des objectifs, je vais en redire un petit mot. Et puis, bien sûr, je vais parler du calendrier. Petit rappel d'abord sur les objectifs. Avec la facture électronique, l'objectif affiché, c'est bien sûr de diminuer le temps et le coût de traitement des factures et donc d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Ceci étant dit, et comme tu l'as évoqué à l'instant, c'est un secret pour personne, le gouvernement a surtout pour objectif de prévenir la fraude à la TVA au travers de cette réforme. Mais au travers précisément de cette loi, le gouvernement, les pouvoirs publics pourront améliorer leur connaissance de la conjoncture économique par des remontées d'informations au fil de l'eau sur l'activité des entreprises. Et ça non plus, c'est pas neutre. Alors, côté calendrier, l'administration fiscale envisage une mise en œuvre qui sera progressive. La première mise en application de cette réforme, c'est juillet 2024, avec l'obligation d'émission uniquement pour les grandes entreprises. Mais en revanche, il y aura obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de recevoir, le cas échéant, les factures électroniques qui leur seront adressées. À partir de janvier 2025, l'obligation d'émission sera étendue aux entreprises de taille intermédiaire. Vous voyez à l'écran les effectifs et les chiffres d'affaires correspondant à chaque taille d'entreprise. Et enfin, en janvier 2026, l'obligation d'émission sera également portée sur les PME et les TPE. Rappelons au passage quand même que depuis 2017, les entreprises qui travaillent avec la sphère gouvernementale, avec l'État, sont déjà dans l'obligation de dématérialiser leurs factures et de passer par un portail qui s'appelle aujourd'hui Chorus Pro. Voilà pour ce qui est du calendrier. Pascal, quelques éclaircissements maintenant sur ce qui est acté, sur ce qui est déjà validé. Oui, on sait en effet, on connaît déjà un certain nombre d'informations. Tout d'abord, au centre de ce dispositif qu'on va décrire un peu plus tard, se trouve donc la plateforme publique. Donc une plateforme publique que vous connaissiez peut-être sous le nom Chorus Pro. Donc Chorus Pro va être remplacé par une plateforme publique qu'on appellera Portail public de facturation. On parlera de PPF, qui pourra être la plateforme d'échange gratuite qui pourra être choisie par les entreprises. Cette plateforme elle concentrera un maximum de flux qu'elle redistribuera vers l'administration fiscale. Ce portail public proposera aussi l'annuaire centralisé contenant toutes les informations nécessaires au routage des factures, et cet annuaire centralisé sera aussi appelable par d'autres typologies de plateformes dont on parlera juste après. La plateforme publique reconnaîtra et saura convertir dans les 3 formats du socle que vous avez ici à l'écran, UBL, FactureX ou UNCFAC-CI. Cette plateforme publique proposera l'archivage des factures à condition qu'elle soit la plateforme choisie, la plateforme d'émission de factures choisie par l'entreprise émettrice. Et bien entendu, cette plateforme permettra aussi un dépôt manuel des factures, y compris dans un premier temps des factures en format PDF simple, pendant une phase transitoire dont la date d'échéance sera renseignée par voie réglementaire, probablement fin 2026. Ça reste encore à confirmer. En ce qui concerne les plateformes privées, donc on a vu plateformes publiques, les plateformes privées. Les plateformes privées, elles s'appelleront plateformes de dématérialisation partenaires et nous parlerons donc de PDP. Ces plateformes privées, elles seront quelque part tiers de confiance parce qu'elles seront immatriculées pour 3 ans et elles seront auditées régulièrement. Le service d'immatriculation s'ouvrira à partir du mois de septembre 2023, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas
de PDP, on connaît des candidats PDP, mais on ne connaît pas encore la liste de ces plateformes immatriculées. Elles devront donc assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme. Émission, réception de factures, réception et émission des données de e-reporting, des transactions de paiement à l'administration. Donc, elles devront couvrir absolument toutes les fonctionnalités prévues par la réforme et elles devront garantir l'interopérabilité avec le portail public de facturation, c'est une obligation, et avec au moins une autre PDP pour éviter d'être en vase clos. Donc, elles devront assurer une ouverture avec au moins ces deux typologies de plateformes. Pour être immatriculées, elles devront respecter des standards de sécurité, ISO 27001, SecNum Cloud pour les données hébergées, bien sûr le RGPD, et elles pourront, au-delà des fonctionnalités prévues par la réforme, elles pourront bien sûr proposer d'autres services et en particulier gérer des formats qui n'étaient pas prévus par le portail public de facturation, par exemple pour assurer la continuité du format Edifact si c'est le cas. Les plateformes privées, les PDP, elles bénéficient aujourd'hui d'une page d'information dédiée sur le site impôts.gouv.fr dans lequel on retrouve toutes les conditions pour être PDP et on retrouvera ici la liste des PDP immatriculés dès lors qu'elles seront connues. Donc, au-delà du portail public, des plateformes privées, Cédric, est-ce que tu peux nous parler du troisième acteur? Ouais. Troisième acteur, ce sont les opérateurs de dématérialisation. Ce sont les solutions qui offriront demain les services de dématérialisation des factures. Concrètement, ces opérateurs de dématérialisation, ça peut être des logiciels de facturation qui émettront demain une facture électronique. Ce sont des intermédiaires finalement entre les entreprises et les plateformes. Attention, elles ne remplacent pas les plateformes privées, elles dématérialisent, elles transportent les factures à destination ou en provenance des plateformes privées que tu viens de décrire, Pascal, ou du portail public de facturation. Pour mieux comprendre la relation entre plateforme publique de facturation, plateforme de dématérialisation partenaire, opérateur de dématérialisation, Pascal, je crois qu'on a des petits schémas qui nous permettent de comprendre assez clairement et de manière très visuelle. Oui, il y a en effet cette vue d'ensemble, ce schéma, on parle de schéma en Y, qui a été choisi par l'administration fiscale pour la circulation des factures, où l'on voit différents acteurs, bien entendu les entreprises, vendeurs, acheteurs dans la transaction, les plateformes publiques de facturation, plateformes de dématérialisation partenaires, bien sûr l'administration fiscale. Alors pour essayer d'animer tout ça et de mettre un petit peu en lumière l'interaction entre les différents acteurs, on vous propose cette petite animation. Bien entendu, au début et à la fin de l'histoire, il y a l'administration fiscale qui a besoin de collecter la TVA in fine. Prenons l'exemple de deux acteurs, un vendeur, l'entreprise Refsoft, et son client, acheteur 1. Ces deux acteurs ont choisi de travailler avec le PPF. Dans le cas donc d'une transaction entre ces deux acteurs, la facture qui est réalisée sur le système du vendeur va être transmise au client au travers du portail public de facturation, par l'intermédiaire par exemple d'un opérateur de dématérialisation ou par une saisie directe de la facture sur le portail public de facturation. Le portail public de facturation va donc en parallèle extraire une partie des données de la facture, ce qu'on appelle le flux 1 dans le jargon. Et ce flux 1, c'est ce qui est attendu par l'administration fiscale. Et en parallèle, la plateforme publique va mettre à disposition la facture auprès de l'acheteur avec une notification qui permettra à l'acheteur d'aller chercher la facture ou bien par l'intermédiaire d'un OD de pouvoir intégrer cette facture dans son système de comptabilité par exemple. Prenons l'exemple maintenant de deux autres acteurs,
le vendeur PartnerSoft et de son client acheteur 2. Ces deux interlocuteurs, ces deux acteurs ont choisi de travailler avec des plateformes privées. Il y a donc la PDP du vendeur, qui sera la PDP émettrice, et puis il y a la PDP de l'acheteur, qui sera la PDP de réception de facture. Dans le cas d'une facture, d'une transaction, la facture va donc être transmise par le système du vendeur à sa PDP, au travers éventuellement d'un loader. La PDP va devoir extraire les données à destination de l'administration fiscale, qu'elle va devoir pousser au travers du portail public de facturation, qui lui-même transmettra les informations à l'administration fiscale. La PDP du vendeur va ensuite pouvoir transmettre la facture, ou au même moment, transmettre la facture à la PDP de l'acheteur, qui elle-même notifiera son client acheteur 2 pour qu'il puisse intégrer la facture dans son système au travers d'un loader, par exemple. Bien sûr, les circuits mixtes existent aussi, bien sûr. Si on prend l'exemple de partner de RevSoft et du client acheteur 2, eh bien dans ce cas-là, la facture va transiter par le portail public de facturation qui va extraire les données pour l'administration fiscale et qui va pouvoir transmettre la facture à la PDP de l'acheteur qui elle-même pourra notifier et transmettre l'information sur le système du client de l'acheteur. Et bien entendu, on peut imaginer aussi un circuit entre PartnerSoft et l'acheteur qui lui-même utilise le portail public de facturation. Alors au-delà donc de ces circuits qui concernent donc le e-invoicing, parlons maintenant du e-reporting. Donc le e-reporting est une obligation qui est calquée sur le calendrier d'émission des factures électroniques. Donc elles concerneront dès juillet 2024 les grandes entreprises, puis les ETI en janvier 2025 et le reste des entreprises en janvier 2026 au même rythme que l'obligation d'envoi d'émission de factures. De quoi s'agit-il quand on parle de flux e-reporting? Il s'agit en fait de flux qui vont au-delà de la facture, qui sont des flux qui concernent des transactions B2B internationales. Dans le cas où je facture un client étranger, dans le cas où je reçois une facture de mon fournisseur étranger, ça ne concerne pas les importations de biens qui sont là régis par les douanes et qui ne rentrent pas dans le cadre de cette réforme. Ça concerne bien par contre les importations de services. Donc en cas de transaction B2B internationale, en cas de transaction B2C, moi, entreprise, je facture des particuliers, je fais des tickets de caisse, j'ai des transactions hors facture. Et en cas d'encaissement, encaissement s'entend ici dans le cas où je facture des prestations de services dont la TVA est collectée à l'encaissement. Dans ce cas-là, je dois aussi transmettre un flux e-reporting correspondant à l'encaissement de cette transaction, moi fournisseur, moi vendeur dans la transaction. Et comment ce flux va être transmis? Il sera transmis par des flux dédiés qui sont aujourd'hui documentés. Et la plateforme d'émission devra concentrer l'information et transmettre cette information directement à l'administration fiscale. Pour schématiser, quand on parle de e-reporting, on ne parle pas donc d'acheteur. C'est bien entre le système du vendeur, sa plateforme et l'administration fiscale que se joue ce flux-là dans le cas de transactions B2B internationales, dans le cas de transactions B2C entre une entreprise et un particulier, ou dans le cas de paiement, d'encaissement de transactions de type prestation de services soumises à l'encaissement. Donc dans ce cas-là, les vendeurs fourniront de l'information à leur PDP émettrice qui elle-même concentrera l'information pour la transmettre à l'administration fiscale directement. Cédric, est-ce qu'une petite pause sous forme de quiz peut... Eh bien oui, merci. Merci Pascal, pour rythmer un peu la présentation, pour vous rendre acteur un petit peu de cette présentation. Un petit quiz. Pascal vient donc de vous parler de e-reporting.
2 intrus se sont glissés dans la liste que vous voyez à l'écran et ne relèvent pas du e-reporting. La question est toute simple, est-ce que vous saurez les retrouver? Alors, vous n'avez pas forcément à répondre par écrit, je vous rassure. Regardez cette liste et puis identifiez les 2 intrus. Allez, on se donne 10 secondes. Allez, on peut passer à la slide suivante pour les réponses. Voici les bonnes réponses, effectivement. Enfin, les réponses qu'il fallait identifier. Les flux e-reporting, comme l'a dit Pascal, ne concernent ni les encaissements de transactions de type livraison de biens ou de marchandises, ni les importations de biens. Voilà. Donc Pascal, on a parlé des flux e-reporting, on a parlé de l'e-invoicing, on va maintenant changer de sujet pour donner des éléments de compréhension sur la facture elle-même et plus particulièrement sur le format attendu par la plateforme publique, le fameux format FactureX. Oui, il y a, comme on a pu le noter un petit peu en amont, 3 types de formats qui seront acceptés par la plateforme, le portail public de facturation. Et parmi ces formats, il y a le FactureX. Le FactureX est un format intéressant pour plusieurs raisons. C'est d'abord un standard franco-allemand qui est documenté, qui est en libre accès, que tout le monde peut aller se documenter dessus, c'est public. Et ça a surtout l'avantage d'être un PDF A3, c'est-à-dire un format de facture dit mixte ou hybride qui reste lisible à l'œil humain parce que c'est un PDF accompagné avec des données XML jointes à l'email, des données structurées qui permettent donc une automatisation, par exemple, de la réception de la donnée pour une solution de comptabilité. Le FactureX, ce sont aussi des profils plus ou moins étendus, un petit peu sous la forme d'une poupée gigogne. Vous avez des profils plus ou moins complexes, les plus simples qui concernent des données d'en-tête et de pied, puis plus ou moins étendus avec les données des lignes, avec de plus en plus d'informations, selon donc les besoins qui sont nécessaires et qui sont attendus par les clients et en matière d'automatisation des traitements. Quand on parle de FactureX, on parlera aussi d'un petit logo qui permettra d'identifier sur le PDF qu'il s'agit bien d'une facture au format FactureX. Bon, un peu sous le format des poupées gigognes dont je parlais tout à l'heure, vous avez le profil basique WL qui correspond aux données d'en-tête et de pied des factures les plus couramment demandées et utiles aux acheteurs pour leur traitement. Augmenté d'un certain nombre de lignes, on obtient le format basique, qui est donc le basique WL plus les données essentielles que l'on retrouve dans les lignes de facture. Le format EN 16931 qui correspond à toutes les données potentielles prévues dans la norme sémantique européenne, donc en tête et ligne augmentée par rapport au basique. Et encore un autre format, le format extended ou étendu, qui correspond au profil EN 16931 augmenté d'autres données, des données additionnelles. Ce profil est nécessaire pour gérer certains cas d'usage attendus dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc, qui peut le plus peut le moins, Sedge générera le profil extended depuis ses solutions de facturation. Maintenant, une facture électronique, au-delà du format, c'est aussi un statut. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet des statuts de facture? Ce qui est important, c'est que une fois que la facture est transmise, pour qu'on puisse bien entendu suivre, savoir où elle en est et savoir où elle en est aussi sur la plateforme émettrice, sur la plateforme de réception et chez le client. Et dans ce cas-là, il a été prévu par le portail de facturation, par le public de facturation, un certain nombre de statuts
4 statuts sont obligatoires, les statuts déposés, rejetés, refusés et encaissés, et des statuts recommandés, complémentaires, qui sont des statuts intermédiaires, qui peuvent être utilisés selon les cas d'usage pour compléter les statuts obligatoires. Donc, on a vu un certain nombre d'informations, invoicing, e-reporting, les circuits, les plateformes, les agents, les acteurs. Il y a donc aujourd'hui des points qui sont rédigés et publiés par la DGFiP, par l'administration fiscale, les descriptions fonctionnelles, les spécifications externes, les formats d'échange, le format sémantique de l'annuaire, comment il est construit, les différents flux, on a vu le circuit en Y, le circuit en Y avec les différents acteurs, et puis les protocoles d'échange pour se connecter au portail public de facturation en EDI ou via les API du PPF. Tout ça est aujourd'hui rédigé. Il reste encore des informations en attente de publication, en particulier des informations un peu plus détaillées sur les modalités de recherche liées aux API et des descriptions en cas d'utilisation asynchrone. Certains cas d'usage restent encore à préciser. En ce qui concerne le e-reporting, les périodicités de transmission ne sont pas encore définies. On attend cette information car elle est importante aussi et structurante pour les entreprises. L'annuaire en termes de format syntaxique et de gestion d'intégration des nouvelles entreprises, là aussi on attend un certain nombre d'informations, y compris sur l'évolution de la norme EN 16931 et enfin sur les modalités de signature électronique. Donc il reste des sujets en attente de publication. Logiquement, selon ce que nous disent nos interlocuteurs à la DGFiP, à la fin du mois de juin cette année ou début juillet, nous aurons l'ensemble des informations restantes en attente qui seront donc publiées et disponibles sur le site impôt.gouv.fr. Cédric? Oui, alors merci pour ces éclaircissements, Pascal. On a évoqué en début de présentation le fait qu'il y avait des éléments d'information pas tous clairs, pas tous vrais, qui circulent sur le sujet de la facture électronique et de la réforme. Donc, cette page est vraiment là pour évoquer certains de ces sujets, puis clarifier. Donc oui, il existe des solutions qui proposent déjà l'usage du FactureX, donc des logiciels de gestion, de comptabilité, des éditeurs tiers qui seront peut-être demain opérateurs de dématérialisation. Les solutions de comptabilité et de gestion commerciale, donc et de facturation, sont concernées par la réforme sur la réception des factures, sur l'envoi des factures et le e-reporting. Des éditeurs de solutions métiers complètent les usages de la comptabilité, de la facturation par des solutions qui étendent l'usage des utilisateurs. Par exemple, la gestion des processus métiers. Ce type de solution gardera tout son intérêt demain. Il existe des plateformes de dématérialisation partenaires qui se sont déjà positionnés aujourd'hui comme candidats. Par contre, aujourd'hui, aucune de ces plateformes n'est officiellement opérationnelle comme plateforme de dématérialisation, puisque le calendrier de la réforme prévoit que les tests ne seront possibles que dans les mois qui viennent. Donc, si certains acteurs se sont déjà déclarés candidats, ils ne sont pas encore officiellement plateforme de dématérialisation partenaire. Enfin, comme l'a dit Pascal, le e-reporting, ce sera vraiment le nerf de la guerre parce que c'est lui qui permettra le pré-remplissage de la déclaration et la chasse à la TVA. Voilà, allez, un deuxième quiz pour continuer, un quiz sur le sujet FactureX. Donc, j'espère que vous avez été attentifs. Regardez bien les assertions qui sont là, les questions qui sont là. Et voilà, essayez de trouver les bonnes réponses.
Allez, on peut passer à la slide suivante. On va voir les réponses. FactureX, c'est un format hybride ou mixte? Eh bien, oui, parce qu'il a l'avantage de proposer un lisible, donc c'est ce PDF qui peut être lu à l'écran, qui peut être imprimé, mais également des données structurées au format XML qui sont incorporées dans le fichier. Les données structurées correspondent absolument aux données affichées sur le PDF? Alors non, parce que cela dépendra de la façon dont est construit ce FactureX. Dans le cadre de cette réforme, seules la plateforme publique de facturation accepte le FactureX, eh bien non. La plateforme publique, bien sûr, mais également les plateformes de dématérialisation partenaires doivent savoir émettre et recevoir ce type de format. Est-ce que Sage prévoit de générer ce qu'on appelle le profil extended de FactureX? Oui, on prévoit bien de générer avec nos solutions ce profil étendu pour gérer des cas d'usage au-delà de ce qui est prévu stricto sensu dans la réforme, dans le socle. On peut passer à la slide suivante. Dans cette page, on souhaite éclairer et donner des recommandations sur ce qu'il est possible de faire dès maintenant. Donc cette réforme, on l'a dit, elle sera mise en vigueur elle entrera en vigueur à partir de 2024. Mais les maîtres mots, c'est anticiper, comprendre, communiquer. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un sujet technique. Alors certes, on vous a présenté là des notions de plateforme, des notions de format, etc. Mais l'enjeu, c'est vraiment de négocier cette transformation d'un point de vue organisationnel. Et pour ça, on peut recommander de nommer dès à présent un référent, un sachant dans l'entreprise sur la facture électronique dont la mission va être d'être un relais d'information et d'orienter les décideurs et les acteurs dans l'entreprise. On peut recommander également d'inventorier les solutions utilisées dans l'entreprise. Alors j'espère que ce sont des solutions Sage parce que celles-là, elles seront bien mises en conformité. Et puis attention, regardez bien parmi toutes les solutions que vous utilisez si certaines sont impactées par la réforme et si elles seront bien mises en conformité. Il faut organiser son activité pour que la collecte de la TVA, en particulier la TVA sur les encaissements, soit fluide, soit automatisée. Et puis, il faut considérer tous les cas de figure possibles. Je suis sur les débits, je vends des services, quand est-ce que je collecte ma TVA, est-ce que je travaille à l'export, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'arrivée de la réforme, la fréquence déclarative sera accrue, donc il faut bien maîtriser tout ce contexte. On peut anticiper les modifications d'organisation pour répondre aux nouveaux usages. Donc, en clair, Pascal vous a par exemple parlé à l'instant de statut de facture, donc on peut commencer à s'approprier ces statuts, travailler avec ces cycles et ces statuts sur la gestion des règlements. Vous suivez l'état de la facture chez vos clients, il est important de mettre en place un cycle identique à celui qui sera imposé demain par l'administration. Posez-vous aussi la question, évaluez l'intérêt d'utiliser la plateforme publique de facturation ou l'intérêt de passer par une plateforme de dématérialisation partenaire. Est-ce que vos clients et fournisseurs sont à l'étranger? Est-ce que vous travaillez avec des particuliers? Est-ce que vous travaillez actuellement avec des factures électroniques dans un format différent de celui préconisé par la loi? Toutes ces questions peuvent justifier le choix d'une plateforme de dématérialisation partenaire ou alors vous amener à la conclusion que vous pourrez tout à fait travailler avec la plateforme publique de facturation. Quoi qu'il en soit, sachez que vous aurez à choisir vous aurez à choisir une plateforme, qu'elle soit publique ou plateforme de dématérialisation partenaire. Voilà, il faut anticiper l'évangélisation et la formation des collaborateurs, en particulier les collaborateurs comptables sur ce sujet. Donc, il faut communiquer au sein de l'entreprise pour donner du sens à la réforme et mettre en évidence l'intérêt que cette réforme aura demain pour les salariés de l'entreprise. Enfin,
Il est essentiel également d'échanger avec l'expert comptable dans la perspective de cette réforme et d'aller chercher les informations auprès des organes officiels de l'administration fiscale dont on vous indique dans cette page des liens. Donc, lien vers les questions-réponses, la FAQ et le site du gouvernement. On a parlé d'organisation, je viens de parler à l'instant d'organisation. Concernant les systèmes d'information, Pascal, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant? Alors en effet, au-delà de l'organisation dans l'entreprise, les systèmes d'information utilisés dans l'entreprise, il y a bien entendu un certain nombre d'informations qu'il faut d'ores et déjà penser à actualiser. Quand on parle de facture, on parle bien sûr de l'acheteur, du vendeur, donc les informations sur les fiches tiers de vos fournisseurs, de votre fichier client doit bien être à jour en termes d'identification, de numéro TVA intracommunautaire, SIRET, adresse, tout simplement parce que ces informations-là seront obligatoires et demain elles transiteront dans la facture, au sein des factures électroniques. D'ores et déjà, on préconise bien entendu de privilégier dès maintenant l'envoi de factures digitales, de baisser le papier si jamais c'est encore pratiqué et donc d'habituer vos clients à la réception de factures digitales. Bien entendu, qui dit facture dit mention légale. Il y a des mentions légales, il y a des BOFIP qui décrivent précisément les mentions légales, y compris pour les factures électroniques. Et donc là aussi, on vous met en lien les différentes pages intéressantes, importantes avec le rappel des différentes mentions. Alors bien entendu, qui dit facture électronique dit réception de facture, émission de facture. Dans le cas de la réception de facture, bien entendu, les flux des achats, selon le type, la nature des factures d'achat, facture de frais généraux, facture d'achat en lien avec les stocks, il est important dès maintenant d'organiser ces flux de gestion pour pouvoir anticiper le moment où vous allez réceptionner les factures de votre plateforme de réception. Et puis, dès maintenant, on peut aussi favoriser l'automatisation et l'enregistrement de ces factures d'achat en comptabilité grâce aux outils qui existent aujourd'hui, l'OCR, l'intelligence artificielle, le rapprochement des factures avec les bons de commande, les bons de livraison, les bons de réception. D'ores et déjà, il existe des automatismes pour pouvoir automatiser ces enregistrements et baisser le temps passé là-dessus et de préparer donc au passage à la facture électronique. Cédric, est-ce que tu peux nous parler de notre positionnement sur ce sujet? Oui, Pascal. Alors, donc Sage, évidemment, fait évoluer ses solutions. Nos offres proposeront l'émission des factures au format FactureX dans les mois qui viennent, tout en préservant des formats existants qui seraient déjà gérés sur certaines de nos solutions, comme Edifact par ailleurs. On proposera également la réception des données structurées en vue de leur imputation en comptabilité. Tout ça pour éviter les ressaisies inutiles et sources d'erreurs. Demain, Sage e-facture sera remplacé par les nouveaux outils dont va nous parler Pascal. Nous travaillerons avec plusieurs solutions tierces pour l'acquisition des factures fournisseurs et la transformation des écritures comptables, comme on le fait déjà aujourd'hui. On assure donc la continuité des solutions et des partenariats que nous avons déjà aujourd'hui. Et concernant les plateformes de dématérialisation partenaires, on va privilégier l'ouverture. Notre intention, c'est bien sûr de garantir la continuité de vos processus métiers. Demain, si vous faites le choix de travailler avec une plateforme de dématérialisation partenaire, on fera tous les efforts possibles pour arriver à faire en sorte que vos processus continuent de fonctionner demain. Est-ce que Sage se positionnera comme plateforme de dématérialisation partenaire?
on ne l'exclut pas, mais pour l'instant, ce n'est pas ni une obligation pour permettre de travailler en conformité avec nos solutions, et puis ce n'est pas forcément indispensable. C'est un scénario qu'on étudiera par la suite. Pascal, on confirme donc la mise en conformité dans les mois qui viennent de nos solutions. Oui, en effet, et nos solutions, quelle que soit la typologie de marché qu'elle adresse, de 750 à Sedge X3, voici les produits, les solutions Sedge qui seront bien entendu adaptées pour être conformes à cette réforme de la facturation électronique. Et donc, pour pouvoir assurer cette conformité, nous allons travailler avec différentes trajectoires qui va donc s'étirer jusqu'au début de l'entrée en vigueur de la réforme. Et dès fin 2022, nos solutions Sedge proposeront la génération du format FactureX pour l'émission de factures. À partir courant 2023, nous allons travailler à la connexion de nos solutions avec le portail public de facturation, avec l'annuaire, et ce, à la fois pour les offres de comptabilité et de gestion Sedge. Puis, petit à petit, dès lors que nous aurons davantage d'informations sur les PDP, sur les techniques de connexion, eh bien, nous pourrons là aussi nous connecter à différentes plateformes de dématérialisation partenaires, et arrivera à ce moment-là l'ouverture des plateformes de test permettant de pouvoir réellement démarrer la mise en application de cette réforme avec les solutions Sedge. Et bien sûr, le rappel, c'est juillet 2024, le jalon légal, l'entrée en vigueur de la loi, de la réforme, avec la réception de factures électroniques pour tous, et qui devra donc être intégrée et gérée dans l'ensemble de nos solutions Sedge dont nous avons parlé. Merci Pascal. Donc, comme on l'a écrit, les solutions Sage seront mises en conformité dans les temps, mais surtout, ce qu'on souhaite faire dans notre rôle d'éditeur, c'est faciliter votre travail. On comprend que le sujet est complexe, donc notre intention, c'est avant tout d'accompagner nos clients vers cette réforme. Donc, comme on l'a dit, toutes les entreprises sont concernées, alors à l'exception des entreprises qui sont exonérées de TVA et de facturation. Nos solutions seront mises en conformité dans les temps. On fournira des réponses par produit et des services associés. Les solutions qui sont aujourd'hui proposées par Sage, le cas échéant, sous forme de marque blanche, font bien partie intégrante de la réponse de Sage. Et en termes de format, comme nous l'avons dit, le PDF simple n'est pas prévu comme format obligatoire. Il sera toléré jusqu'à une certaine date par la plateforme publique de facturation. Par ailleurs, le format Edifact, lui non plus, n'est pas accepté par la plateforme publique de facturation, mais selon les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, il pourra être un format d'échange entre PDP. On a évoqué beaucoup de notions, Pascal et moi, pour comprendre cette réforme. On est bien conscient que quelques pages ne suffisent pas. Donc, on met à votre disposition quelques ressources. Tout d'abord, un glossaire. Oui, en effet, vous retrouverez ici la liste de définition des principaux acronymes, des abréviations, des terminologies qu'on a employées pendant tout cet échange. C'est des acronymes que vous allez retrouver aussi dans le cadre de l'approche de cette réforme. Donc ici, vous retrouverez l'ensemble des éléments qui nous semblent importants
bien définir, de bien comprendre. On a ensuite un blog à votre disposition, donc de l'actualité, des articles et des sujets de fond, de nombreux supports. Tout ça accessible par le lien que vous trouverez dans la présentation. Et au-delà de ce blog, il y a également une page dédiée, une page de synthèse sur la facture électronique sur notre site web. Donc, je vous invite à retrouver ces informations également sur ces environnements. Voilà, on a fait le tour des éléments qu'on souhaitait partager aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos interrogations sur le sujet. Et si ce n'est pas le cas, il y aura sans doute des questions-réponses. Merci Cédric et merci Pascal pour cette présentation. Alors, nous avons plusieurs questions qui ont déjà été posées. Cédric, Pascal, je vais vous laisser y répondre. Donc, première question, peut-on mixer les plateformes pour un groupe composé de plusieurs sociétés? Oui, alors là, en effet, il est possible d'avoir plusieurs plateformes, en particulier des plateformes de réception pour une même société qui pourrait être structurée avec différents établissements ou différents services. Donc oui, en particulier en termes de réception, on peut imaginer qu'il y ait des plateformes privées ou mixées, plateformes publiques et plateformes privées, selon les SIRET par exemple. L'envoi des informations à l'administration fiscale est-elle déjà en fonction? Alors, les informations dont on a parlé ne sont pas encore en fonction. Il s'agit bien de nouvelles informations. Donc aujourd'hui, non, l'administration fiscale, pour les informations dont on a parlé, n'est pas encore destinataire de ces informations dans cette présentation-là, dans ce contenu-là. Les SCI seront-elles aussi concernées par la dématérialisation? Alors, il existe en effet un certain nombre de secteurs d'activité qui peuvent échapper à la réforme en question. En ce qui concerne les SCI, je ne voudrais pas me donner de fausses informations, donc je pense que nous pourrons apporter une réponse plus précise ultérieurement. Que veut dire ISV? Ah, oui, je parlais là d'éditeurs tiers qui peuvent proposer, comme je le disais, des solutions de gestion des processus métiers, de gestion électronique des documents, par exemple, qui sont des éditeurs qui proposent des outils utiles, bien sûr, aux entreprises et qui viennent se greffer, en fait, autour des principes de la transformation numérique. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'aspect purement légal, et Sage, par exemple, communiquera avec la plateforme publique de facturation, n'est-ce pas, pour assurer le strict caractère légal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et je pense que les personnes qui nous écoutent le comprennent bien, c'est que dans le cadre de la transformation numérique au sens large des entreprises, il n'y a pas que la réforme de la facture électronique, il n'y a pas que la conformité, il y a tous les axes de productivité, tous les axes de la dématérialisation, et on compte une multitude d'acteurs qui proposent des services complémentaires aux logiciels de comptabilité et de facturation. Et ça, ce sont des solutions que l'on dit proposer, j'ai peut-être utilisé ce terme abusivement, ISV, mais voilà, ce sont des éditeurs de solutions métiers. Alors, plusieurs questions qui se recoupent. Quels avantages d'ajouter un intermédiaire supplémentaire PDP plutôt que de passer directement sur PPF? Pascal, je te laisse répondre. Oui, alors je pense que tout dépend en effet de chaque entreprise, de son organisation et des fournisseurs avec lesquels elle travaille. Je pense que
L'avantage d'utiliser une PDP, par exemple, c'est si on souhaite continuer à transmettre un format qui n'est pas un format du socle, un format de facture électronique qui pourrait être utilisé aujourd'hui. On pense souvent à l'Edifact, par exemple. On sait très bien que le portail public de facturation ne gérera pas ce format-là. Dans le cas où si vous avez des clients à l'international et que vous souhaitez transmettre la facture électronique directement à votre client, là aussi, une PDP pourra vous proposer ce service-là au-delà donc des obligations légales. Donc, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs raisons et je pense que chaque entreprise devra en effet se positionner en fonction de ses besoins, de ses habitudes et de la continuité éventuellement de ce qui est en place actuellement. Peut-être que Cédric, tu veux compléter cette réponse? Oui, puis il peut y avoir aussi peut-être sur certains métiers des informations qui devront être transmises donc entre clients et fournisseurs. Et bien sûr, ces informations ne sont très métiers, ne sont pas forcément prévus dans le cadre du socle, dans le cadre de la réforme. Et donc, la plateforme publique de facturation ne saura pas faire voyager ces données-là. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut être préférable d'opter pour une plateforme de dématérialisation partenaire. Quand sera effective la déclaration de TVA pré-remplie via le e-reporting? Alors, le e-reporting va permettre de constituer un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc, on a vu que l'obligation d'e-reporting va être calquée sur l'obligation d'émission de facture. Donc, ça constitue une pré-déclaration, ça ne remplacera pas, en tout cas pas tout de suite, la déclaration de TVA qui reste une obligation en place après l'entrée en vigueur de la réforme. Les associations non soumises à la TVA sont-elles concernées? Alors, il y a association. En effet, tout ce qui est caritatif ou tout ce qui est non soumis à la TVA ne sera pas concerné. Pour cela, on a des éléments assez précis sur les quelques domaines d'activité qui sont exempts et on pourra vous les transmettre. Pascal, on pourra transmettre effectivement ces informations. Ensuite, je pense qu'il est important aussi que chaque entreprise se rapproche de son expert comptable. Voilà, on n'a pas la prétention de nous substituer à cette expertise des experts comptables. On pourra vous donner les références sur les articles du Code général des impôts, mais l'interprétation et pour le cas particulier de chaque entreprise, je pense que c'est à voir avec l'expert. Alors, on a encore beaucoup de questions. Je ne suis pas certaine qu'on arrivera à toutes les prendre ce matin, mais ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a des questions qui manquent, on reviendra vers vous après le webinaire. Hein. Donc, nouvelle question. Un client ou un fournisseur pourrait-il nous imposer un PDP? Alors là, il va y avoir forcément, dans certains cas de figure, dans certains segments de marché, peut-être une pression commerciale d'un acteur, le client ou le fournisseur, mais il n'y a pas d'obligation pour vous de suivre cette imposition. Voilà. Mais après, ça reste la démarche commerciale en place dans ce cadre-là. Le schéma de circulation des factures interco sera-t-il identique? Alors, je n'ai pas bien compris la question. Alors, je laisse à la personne la possibilité de nous peut-être apporter un complément. Oui. Exactement. Il répondra à l'écrit, le cas échéant. Ouais. Exactement. Que voulez-vous dire par Sage e-facture n'est pas la solution de transport retenue?
Oui, on a aujourd'hui une solution qui s'appelle Sage e-Facture, qui permet de transmettre déjà des factures dématérialisées entre solutions Sage. Demain, la plateforme qu'on va utiliser pour communiquer avec la plateforme publique de facturation sera une autre technologie. Donc simplement, on sera conforme, mais pas avec l'outil qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Sage e-Facture. Qu'entendez-vous par le fait que cette réforme aura un intérêt pour les salariés? Alors, c'est discutable et c'est à laisser à l'appréciation effectivement de chaque salarié, mais dans la mesure où cette réforme va dématérialiser certains flux et épargner certaines saisies à moindre valeur ajoutée, source d'erreur, etc., tout ce qu'on veut, c'est l'occasion pour les entreprises d'affecter ces ressources à des tâches plus valorisantes, à des tâches plus intéressantes. Donc là, effectivement, je peux difficilement me mettre à la place de chaque personne concernée, mais je pense que ce modèle peut être un modèle vertueux aux entreprises de saisir la balle au bond et de saisir l'opportunité pour gagner en compétitivité et exploiter les talents, les ressources de l'entreprise pour développer l'activité de la structure. Alors, pas mal de questions sur le support. Est-ce qu'il vous sera transmis? Donc oui, je vous le confirme, il vous sera transmis après le webinaire au format PDF. Est-ce que le format PDF sera toujours transmis en plus du format obligatoire, notamment pour la poursuite de l'enregistrement comptable automatisé des factures? Tout dépendra du format choisi par l'entreprise en émission et par l'entreprise réceptrice. Donc, le format PDF simple, on a vu qu'il reste toléré jusqu'à une date dont on n'a pas encore, qui sera fixée par voie réglementaire. Ensuite, on note 3 formats obligatoires que la plateforme publique saura gérer et saura assurer la conversion d'un format dans un autre. Et donc, il existe des formats dans lesquels il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de lisible. Le cas de l'UBL, par exemple, c'est le cas de l'UNCFACT-CI. Donc, en fonction du format attendu par l'entreprise, par l'acheteur, il peut ne pas y avoir de visible de PDF. Et donc, la donnée, on comprend bien que dans ce cas-là, la donnée, elle est structurée, elle est, et donc, elle est peut-être plus facile aussi à automatiser et à intégrer dans un système de comptabilité, par exemple. Donc Pascal, une des vertus, un des avantages du FactureX, c'est précisément de proposer du lisible et évidemment les métadonnées, donc les données embarquées qui sont lues par la plateforme publique. Donc si on veut du lisible, il faut de préférence s'orienter vers FactureX. Alors, nouvelle question. Avec le format FactureX, un particulier peut-il recevoir une facture électronique? Oui, c'est absolument possible puisque le particulier pourra continuer à lire la facture comme s'il s'agissait d'un simple PDF. Il profitera ou pas des données structurées. En tout cas, il pourra recevoir un FactureX comme étant la facture que vous lui avez envoyée. Les factures émises entre sociétés du même groupe seront-elles concernées par cette réforme? C'est le cas, oui, en effet, tout à fait. Le format FactureX est-il compatible pour des portails publics internationaux qui seront également amenés à se développer? Alors, pour l'instant, le format FactureX est répandu en Allemagne et en France. Les plateformes publiques d'autres pays, on n'a pas forcément d'informations sur leur capacité à le reconnaître, à le traiter. Pas forcément de réponse. Alors, donc, confirmez-vous que les FactureX ne sont pas prises en compte par le portail public?
les factures X seront prises en compte par le portail public. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour compléter la réponse, aujourd'hui, dans le cas de la transmission de factures B2J, donc à Chorus Pro, le facture X est un format reconnu et accepté par Chorus Pro aujourd'hui. Les solutions Sage pourront-elles communiquer avec n'importe quel PDP ou est-ce qu'il y aura une liste de plateformes compatibles avec vos logiciels? Comme on veut assurer une ouverture, on aura la volonté d'avoir une compatibilité avec un certain nombre de plateformes et on verra jusqu'où ira le nombre de plateformes de PDP avec lesquelles nous pourrons travailler. Oui, il faut comprendre que tous les candidats ne se sont pas encore manifestés. Il y aura peut-être beaucoup de candidats et pas forcément beaucoup d'élus. On est évidemment en contact avec un certain nombre de plateformes de dématérialisation partenaires et on reste en veille sur le sujet pour, comme je le disais, faire en sorte que on arrive à éviter des ruptures en fait dans les processus entre nos solutions et des PDP. L'utilisation des plateformes va-t-elle avoir un coût pour les entreprises? Alors, chaque PDP va définir son modèle économique. Ce qui est sûr, c'est que l'usage de la plateforme publique de facturation, lui, reste gratuit. Savez-vous s'il existera des subventions pour aider les entreprises dans la mise en place de ces nouveautés légales? Pas que je sache, on pourra vérifier, mais pas d'information. Non, on n'a pas d'informations sur ce sujet. Alors, une facture électronique, c'est un PDF envoyé par mail ou un envoi en EDI? Une facture électronique, ce sera un flux de factures qui sera envoyé en EDI ou via l'API de la plateforme. L'usage du mail n'est pas prévu, en tout cas dans les spécifications qui sont aujourd'hui décrites. Donc pour les reporting, quelles sont les données transmises à l'administration par le PPI? Bien, ce qui va intéresser l'administration, c'est bien entendu la TVA, la TVA de la transaction que vous avez réalisée, par exemple, dans le cadre d'une facture pour une entreprise étrangère ou dans le cadre d'une transaction auprès d'un particulier. Donc c'est surtout la partie TVA, donc les montants, le nombre d'informations reste assez limité et c'est surtout le montant hors taxe, le montant de TCC, et les taux de TVA et le montant de la TVA. Mais là aussi, il y aura des informations, il y a des informations déjà qui existent, qui sont très précises, qu'on pourra vous transmettre. Merci messieurs d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc il y en a encore, mais je pense qu'on répondra individuellement, notamment des questions d'ordre de tarifs, de coûts, etc. Donc comme vous le savez, on prend déjà rarement ces questions en séance, puisque ça peut aussi dépendre de votre organisation, de votre solution, etc. Mais d'autant plus aujourd'hui, puisque on n'a pas encore toutes les réponses. Donc on reviendra vers vous ultérieurement. Je vois aussi passer pas mal de questions par rapport au logiciel que vous utilisez spécifiquement, vos logiciels Sage dans l'entreprise. Étant donné que l'ensemble de nos clients ont été conviés à ce webinaire, de la même manière, ces questions-là, on va répondre auprès de vous individuellement parce qu'on pourra vous apporter une réponse adaptée en fait. Plutôt que de traiter ces questions en séance. Alors, je fais juste un dernier tour. Alors, l'information du règlement de la facture est-elle uniquement pour les entités avec TVA sur encaissement ou aussi pour celles en débit? Donc, les reporting d'encaissement concernent bien les entreprises
qui collectent aux encaissements et les transactions de type prestation de service. Les particuliers soumis à la TVA, par exemple sur les loyers, seront-ils soumis à l'obligation de facture électronique? Je pense que là, on est sur un des secteurs exemptés. Et là, encore une fois, on vous transmettra les éléments dont on a en notre possession là, pour définir, préciser cette liste d'exemptions. Parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos sujets de prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Très bonne journée à tous. Merci encore Pascal, Cédric pour toutes ces informations aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, excellente journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.